19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement sioniste dévoilé demain, jeudi, dirigé par le Likoud de Netanyahou, il promet un durcissement de la politique d'apartheid. L'Algérie, leader africain en matière d'exploration gazière, selon un rapport d'Africa Energy Outlook 2023, s'appuyant sur les investissements et découvertes du groupe Sonatrach dans les forages onshore. À quelques mois du second tour de l'élection législative tunisienne, l'instance supérieure indépendante pour les élections annonce avoir reçu 57 recours suite aux résultats préliminaires du premier tour. Après une interruption de 18 mois due aux tensions au Tigré, les vols commerciaux d'Ethiopian Airlines reprennent ce mercredi vers la région. Le nouveau gouvernement sioniste issu des dernières élections sera donc connu demain, jeudi, dirigé par le Likoud de Benjamin Netanyahou. La coalition combine plusieurs compositions d'extrême droite et de courants fondamentalistes sionistes, une composition synonyme donc de durcissement de la politique d'apartheid, ce qui risque d'intensifier la répression contre le peuple palestinien et les tensions au Moyen-Orient. Sofiane Baroudi. Le nouveau gouvernement sioniste issu des dernières élections sera présenté à la Knesset. Ce dernier est décrit comme le plus réactionnaire de l'histoire par la plupart des observateurs. La coalition dirigée par le Likoud de Benjamin Netanyahou est une combinaison de courants d'extrême droite et de partis issus du fondamentalisme juif ultra-orthodoxe. À l'instar de Chasse et de judaïsme unifié de la Torah, ainsi que des trois formations provenant de l'extrême droite la plus dure, incarnée par sionisme religieux, dirigée par des personnalités décriées pour leur forte orientation raciste, à l'exemple de Bezalel Smotrich et Noam Davi-Maoz, ou encore force juive du sulfureux Itamar Ben-Gvir. Ce dernier devrait hériter du portefeuille de la sécurité nationale et Smotrich de celui des colonies en Cisjordanie occupée. Le général Yoav Gallant, ancien commandant de la zone sud, est un dirigeant du Likoud proche de Netanyahou. Il a été pour sa part nommé au ministère de la guerre. La composition du gouvernement fait grincer des dents, y compris dans le camp des alliés de l'entité sioniste, embarrassés par la nature politique de la coalition gouvernementale. Certains observateurs estiment qu'il s'agit d'une alliance de nature clairement fasciste et que cela va risquer d'augmenter les tensions et les probabilités de confrontation globale au Proche et au Moyen-Orient. Pour rappel, la répression et les violations récurrentes des droits du peuple palestinien continuent principalement en Cisjordanie occupée, secouée par une vague de violence sans précédent menée par le régime d'occupation sioniste. Cette tendance devrait donc se durcir, notamment avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition ouvertement raciste qui a pour seul programme la poursuite de la politique de colonisation et d'épuration ethnique, ainsi que l'accentuation du régime d'apartheid sioniste en Palestine occupée. À ce propos, Netanyahou a déclaré que la guerre contre l'Iran va se poursuivre, pendant que l'armée d'occupation se trouve toujours en état de préparation au combat dans la région nord, autour de la ligne de contact avec le Liban et la Syrie. Et par ailleurs, le Conseil des Waqf d'Al-Quds se met en garde contre la militarisation de la mosquée Al-Aqsa suite à l'intensification des incursions sionistes dans ces lieux saints. Le Conseil a notamment pointé du doigt les incursions faites par des personnalités politiques sous couvert de fêtes ou encore d'événements religieux. Dans l'actualité également, l'ancien envoyé de l'ONU au Sahara occidental, Francesco Bastali, a affirmé que le régime marocain a mis en place un système de corruption des membres du Parlement européen, ajoutant que faire pression sur les organisations internationales, en particulier l'Union européenne, est une vieille tradition du Marzen. Il s'appuie sur un groupe d'amis actifs au Parlement européen en échange de sommes d'argent et d'autres avantages. Le Maroc, où de nombreuses voix s'élèvent à Rabat et appellent à la libération des détenus du Hirak, du Rif et de tous les détenus d'opinion du Royaume, à l'instar d'Amnesty International ou encore de plusieurs défenseurs des droits de l'homme. Nariman Zekar pour les détails. Amnesty International continue sa campagne au Maroc et s'exprime une nouvelle fois sur les injustices commises par le régime marocain. Une ONG de défense des droits de l'homme et des voix politiques et syndicales au Maroc appelle à la libération des détenus du Hirak du Rif et de tous les détenus d'opinion du Royaume.
Une demande qui intervient après qu'Amnesty International, en collaboration avec des organisations de défense des droits humains, ait entamé une campagne internationale pour demander aux autorités marocaines de libérer la figure emblématique du Hirak du Rif, Nasser Zefzafi, condamné à une peine de 20 ans de prison. L'initiative lancée le 13 décembre dernier sur le site d'Amnesty International a reçu des milliers de courriels adressés au régime marocain, qualifiant la condamnation de Zefzafi d'inacceptable et d'injuste, tout en appelant à sa libération immédiate. En octobre 2016, des manifestations pacifiques ont débuté dans la région du Rif à la suite de la mort d'un poissonnier broyé par la benne d'un camion à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par la police à la solde du Merzen. Après ce drame, des millions de personnes ont décidé de défiler pacifiquement pour exprimer leur colère et frustration. Les mois qui suivront vont être cruciaux pour les Rifins. Les forces de sécurité interpelleront des centaines d'autres manifestants. Entre conflits au Sahara occidental, détenus d'opinion, scandale de corruption au Parlement européen, achat de voix au Conseil de sécurité de l'ONU et normalisation avec l'entité sioniste, le régime marocain s'enlise de plus en plus. Nous le disions en titre, l'Algérie en tête des pays africains en matière d'exploration de gaz. Le rapport Africa Energy Outlook 2023, publié par la Chambre africaine de l'énergie, accorde cette position de leader à l'Algérie en tenant compte de ses investissements dans le forage onshore, mais aussi suite à d'importantes découvertes de pétrole et de gaz faites par le groupe pétrolier algérien Sonatrach. Souad Ben Bartouche. L'Algérie occupera la place de leader en Afrique dans l'exploration terrestre du gaz et du pétrole. Le rapport Africa Energy Outlook 2023, publié par la Chambre africaine de l'énergie, ne laisse aucun doute sur la place qu'occupera le pays l'an prochain dans le continent, et ce au moment où l'Afrique devient une ruche pour les travaux de forage à terre pour nombreuses entreprises mondiales spécialisées dans le domaine. Le rapport met en avant les investissements opérés par l'Algérie dans l'exploration terrestre et les nombreux projets mis en œuvre dans l'objectif d'augmenter les réserves et la production de l'énergie. Ces investissements stimulés par les importantes découvertes de gisements de pétrole et de gaz effectués cette année 2022 par le groupe Sonatrach, des découvertes dans les bassins d'Ilizi de Béchar et de Hassi Berkine. Ces investissements dans le domaine du forage sont aussi justifiés par le contrat de partage de production signé en juillet dernier par Sonatrach, Eni, Oxy et Total Energy, un contrat avec un montant d'investissement de 4 milliards de dollars. La décision d'Ankara et d'Alger de former une entreprise mixte pour le pétrole et la production gazière a aussi boosté la volonté de l'Algérie d'investir davantage dans le domaine. L'Algérie sera donc leader africain dans le domaine de l'exploration terrestre des hydrocarbures en 2023, suivi de la Libye voisine, de l'Ouganda, du Kenya et enfin du Tchad, selon le rapport récent de la Chambre africaine de l'énergie. À propos d'énergie, sachez que le groupe énergétique Sonelgaz se dit prêt à exporter de l'électricité vers la Libye à travers la région de Damas. Une délégation libyenne de l'énergéticien Gécol est justement en visite en Algérie pour étudier la question. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie ouvre la porte à une éventuelle opération d'exportation d'électricité à sa voisine libyenne via le réseau électrique tunisien. Cette opportunité a de fortes chances de se concrétiser prochainement. Le groupe Sonelgaz et Gécol accélèrent les discussions pour mettre en place des mécanismes permettant l'exportation de l'énergie électrique et d'autres services vers la Libye à travers la région de Damas. Alger est en train d'étudier les possibilités d'un raccordement électrique de haute tension entre les deux pays à travers la Tunisie pour exporter l'énergie et offrir aux voisins d'autres services à travers des lignes électriques. Les négociations entre les deux parties visent à développer la coopération dans le domaine. Gécol, pour sa part, veut tirer profit de l'expérience de Sonelgaz et mettre en place des partenariats avec ce groupe. Au cours de la réunion qui s'est déroulée ce matin à Alger, Sonelgaz réitère la disposition du groupe à fournir ses services à la partie libyenne dans différents domaines de l'énergie.
Et on reste en Algérie à l'approche de cette fin du mois de décembre et à l'approche donc du Nouvel An. Le ministère algérien de l'Intérieur a annoncé ce mercredi l'approbation de nouvelles modalités d'octroi de visas touristiques au profit de touristes étrangers souhaitant visiter le sud algérien. Les nouvelles procédures permettent donc notamment aux étrangers souhaitant effectuer des séjours touristiques dans le sud par l'intermédiaire d'agences de tourisme et de voyage agréées de bénéficier du visa d'établissement directement à leur arrivée au passage frontalier, évitant ainsi les dispositions régulières pour les visas. Les touristes étrangers concernés bénéficieront donc d'un document qui leur sera remis par l'intermédiaire de leurs agences de tourisme et qui leur permettra d'embarquer à bord des avions des différentes compagnies aériennes dans les aéroports d'où ils viennent à destination du Grand Sud algérien. Et direction la Tunisie pour parler des législatives. L'instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé avoir reçu 57 recours suite aux résultats préliminaires du premier tour de ces élections législatives. C'était donc le 17 décembre dernier. Le pays s'apprête à organiser le second tour de ces élections législatives au premier trimestre de l'année 2023 avec 262 candidats en lice. On a reçu un nombre important de recours, ce qui prouve que nos résultats sont scrutés et sont d'une importance capitale pour tout le monde. Des candidats ont déposé des recours, que ce soit ceux qui ont été choisis ou ceux qui ont échoué, et même ceux qui se sont vus refuser leur voix. L'instance n'a pas hésité avant d'annoncer ses premiers chiffres à vérifier tous les rapports des agents de surveillance des élections, et spécialement les rapports de nos cellules officielles, audiovisuelles, presse écrite ou encore électronique. On a donc appliqué la loi et il s'est avéré que 4 candidats se sont vus retirer leur victoire aux élections en raison de violations enregistrées lors de la campagne électorale. L'instance applique la loi sans trop s'attarder sur les noms. Reprise ce mercredi des vols commerciaux d'Ethiopian Airlines vers le Tigré après une interruption de 18 mois due aux tensions dans cette région du nord de l'Éthiopie. Cette annonce intervient au lendemain de la visite d'une délégation du gouvernement éthiopien dans la capitale du Tigré, Mekele, première visite officielle depuis plus de 2 ans, marquant ainsi une étape majeure dans le processus de paix lancé en novembre dernier. Et puis la situation épidémique en Chine totalement sous contrôle selon les autorités. Le ministère des Affaires étrangères affirme que ce sont les médias étrangers qui s'adonnent à des campagnes de diffamation biaisées et à des manipulations politiques avec un agenda caché. Depuis que le Covid-19 a été ajusté de la catégorie A à la catégorie B, la Chine a progressivement déplacé le curseur de la réponse de la prévention et du contrôle de l'infection à la prévention des cas graves et aux soins de santé. Cette mesure est fondée sur des données scientifiques opportunes et nécessaires. Elle vise à protéger la vie et la santé des personnes et à minimiser au maximum l'impact de l'épidémie sur le développement économique et social. Retour chez nous pour parler du Chan 2022. Après 6 ans d'absence, le Ghana fera son grand retour dans cette compétition. Les Black Stars ont atteint la finale à 2 reprises en 3 participations. Et pour en parler, je vous propose justement d'écouter le journaliste de Média 3 Sport, au Bourakou Ampofo, contacté par Salah Faisal. Il revient justement sur les objectifs de cette équipe ghanéenne. C'est la première fois depuis longtemps qu'on a un groupe de joueurs confiants, talentueux qui rassurent, comme Daniel Ibrahim et Free Barnier. Les deux ont participé avec les Black Stars à la Coupe du Monde Qatar 2022, au match de qualification et aux matchs amicaux. Leur performance nous donne l'espoir d'aller le plus loin possible dans la compétition. Le minimum est de passer au 2e tour. L'entraîneur Arnold Walker est capable d'écrire l'histoire en devenant le premier entraîneur à gagner le Chan avec le Ghana. Son nom sera certainement gravé dans les livres d'histoire et cela pourrait être le début d'une belle histoire. L'équipe A des Black Stars n'a pas d'entraîneur en ce moment, ils en cherchent un. Qui pourrait deviner ce qui arrivera après le Chan?
On rappelle donc que le Chan 2022 débute le 13 janvier en Algérie et sa mascotte sera donc dévoilée demain à Alger lors d'une cérémonie destinée à cet effet. Et puis un mot de cyclisme, la sélection algérienne a pris la 2e place du classement général des championnats arabes jumelés sur route, paracyclisme et VTT, clôturé hier mardi aux Émirats arabes unis avec 33 médailles, 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Et voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo. Très bonne soirée et à dimanche.